ronde donc, qui est consacrée au directeur juridique au centre de la mise en œuvre du RGPD va durer à peu près 50 minutes et je vous propose de réserver vos questions à l'issue de cette table ronde. Alors les directeurs juridiques au centre de la mise en œuvre du RGPD, en 2 mots, très rapidement, parce que je pense que vous connaissez déjà bien tous le sujet. Le RGPD est entré en vigueur le 26 mai 2016, mais ces sanctions ont été différées, enfin les effets et notamment les sanctions ont été différés au 25 mai 2018, c'est-à-dire demain. Concrètement, quelles sont les nouvelles obligations qui sont prévues par ce texte? Elles sont de 2 ordres. La première en interne, puisque les organisations devront mettre en place, pour certaines d'entre elles, la désignation d'un DPO, le fameux délégué à la protection des données. Pour celles qui comptent plus de 250 employés ou qui réalisent des traitements non occasionnels comportant un risque pour le droit et les libertés des personnes concernées, elles doivent constituer et mettre à jour un registre des activités de traitement et mettre en place des procédures internes et des analyses d'impact. Ça, c'est sur le plan interne. Sur le plan externe, à l'égard des personnes concernées, elles doivent mettre en œuvre des nouveaux droits comme la portabilité des données et à l'égard de l'autorité de contrôle, la CNIL, mettre en place un dispositif qui permet de notifier la survenance d'une violation des données. Et enfin, à l'égard des autres acteurs du traitement, établir des contrats écrits, non seulement avec les sous-traitants, mais avec également les responsables conjoints des traitements. Ça, c'est vraiment résumé très rapidement. Je pense que vous l'avez aussi en tête, les sanctions, puisqu'elles ne sont pas minimes, puisqu'à défaut de ces obligations, les organisations encourent une amende administrative qui peut atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial total de l'exercice précédent pour certains manquements, sachant que ce sera le plus élevé des 2 plafonds qui sera retenu. Alors, l'objectif de cette table ronde est, à la veille de l'entrée en vigueur du RGPD, c'est peut-être déjà de mettre à mal, après les discussions que nous avons eues chacun préalablement, de mettre à mal le discours anxiogène ou mystificateur, puisque le RGPD doit être appliqué de façon rationnelle. Et donc, à travers les témoignages et les conseils de nos experts réunis ce matin, c'est d'avoir une idée précise sur, 1, le rôle du directeur juridique dans cette mise en place, et où en est votre entreprise dans son plan de mise en conformité. Alors, 5 experts ce matin pour nous éclairer sur ces points. Tout d'abord, Madame Johanna Carvet-Palu, qui est ici à ma gauche. Madame, vous êtes DPO du groupe Malakoff Médéric. Après une première expérience en cabinet d'avocat, vous avez travaillé 10 ans à la CNIL. Vous avez d'abord été juriste à la direction de la conformité. Vous êtes notamment devenu référent du pôle Affaires économiques Nouvelles Technologies. Vous avez ensuite pris la responsabilité du pôle Label pendant 4 ans. Vous avez été nommé DPO chez Malakoff Médéric et vous conduisez le projet interne de conformité au GDPR. Vous êtes également administrateur de l'AFCDP, qui est l'Association française des correspondants à la protection des données personnelles depuis 2017, et vous rédigez régulièrement des articles dans des revues spécialisées. À ma gauche, monsieur Paul-Olivier Gibert, vous êtes président de cette association, qui regroupe donc plus de 2000 adhérents. Vous êtes fondateur et le président de Digital Ethic, qui est une société dont l'ambition est de faciliter à vos clients l'utilisation des datas, si je ne me trompe pas. Enfin, à ma gauche, monsieur Mathieu Graal, vous êtes chef du service de l'expertise technologique de la CNIL. Vous aidez également les autres services de la Commission et le G29, qui sont les autorités européennes de protection des données, à appréhender ces nouvelles technologies. Vous êtes président du club EBIOS, vous êtes président de la Commission nationale de sécurité des systèmes d'information de l'AFNOR, membre du CESIN et de l'ARCSI, et vous travaillez en normalisation internationale à l'ISO. Madame Florence Graveline, vous êtes chef de service des études juridiques et DPO de la SACEM. Après une première expérience en cabinet d'avocat spécialisé IP-IT, vous rejoignez en 2003 la direction juridique de la SACD en tant que juriste IP-IT. Vous avez intégré en 2007 le département juridique de la SACEM comme responsable des études juridiques. Vous devenez en 2015 chef du service des études juridiques. En 2010, vous avez créé des procédures et des outils pour la protection des données personnelles. Et cette création a été distinguée par le prix 2015 de l'innovation en management juridique. Vous êtes SIL depuis 2010 et vous devenez DPO de la SACEM en 2018. Et enfin, Maître Anne-Laure Vidieu,
Vous êtes avocat associé au bureau, on dit maintenant CMS Francis Lefebvre, avocat, pardon. Vous êtes membre du conseil de surveillance de ce cabinet, vous dirigez le pôle TMC du cabinet et vous intervenez notamment dans les domaines de la protection des données à caractère personnel. Vous assistez et vous conseillez vos clients dans la mise en œuvre au RGPD et plus généralement à la réglementation applicable au traitement des données et vous fournissez également des prestations de DPO externe. Alors première question, on le voit, on assiste par cette nouvelle réglementation à un changement de paradigme. On passe d'une logique de contrôle a posteriori à une logique guidée par deux principes. Le principe d'accountability, on va en reparler, c'est clairement la responsabilisation des acteurs. Ça, c'est la première chose, premier principe. Et le second, le principe, vous l'avez entendu, également de privacy by design, qui est un principe selon lequel la protection des données doit être prise en compte dès la conception des projets, dès la conception de tout projet. Ça veut dire une nouvelle organisation, certes, à mettre en place, mais c'est avant tout une nouvelle culture. Paul-Olivier Gibert, est-ce que vous pouvez revenir sur son point? Vous ne parlez pas forcément de nouvelle culture, mais plutôt d'un changement de culture. Écoutez, merci de me forcer à faire un travail de sémantique et de sémiologie en essayant de distinguer le changement de culture de la nouvelle culture. Donc ça va être très difficile à faire. Je propose de reporter ça à un autre colloque. Bon, ce qui est clair, c'est que on a vu la date du 25 mai comme étant une espèce de coup près, faisant un peu référence. Oui, je vous avais dit que je ne tiendrais aucun compte des travaux préparatoires. Donc, on a présenté donc, le 25 mai comme étant un butoir, un coup près. D'ailleurs, le coup près fait référence à une invention qui est tombée en désuétude depuis 1982. Donc ça, effectivement, ça crée une atmosphère un petit peu anxiogène. En fait, nous, on aurait plutôt tendance à voir les choses comme étant une logique de Big Bang. C'est-à-dire que le 24 mai, quelqu'un nous demande ces données sous un format réutilisable. Bah ouais, c'est gentil, c'est sympa pour toi. On va t'envoyer dans un mois et demi 2 kilos de print divers, comme on le faisait pour le droit d'accès. Bah, le 26 mai, ça ne sera plus possible. Donc il y a un certain nombre de petits changements de ce type-là qui vont amener à poser les questions autrement. Il y a des sujets, il y a des approches que l'on ne mettait pas en œuvre. Les choses ont beaucoup changé, mais on était quand même dans un pli pris après, à la fin des années 70-80, où pour être en conformité, il fallait envoyer la déclaration CNIL. Bon, il y a eu des évolutions, c'est-à-dire que ça a été pris en compte, il y a des travaux beaucoup plus profonds qui sont faits maintenant dans les organisations. Maintenant, ben, on n'aura plus à faire cette déclaration ou cette demande d'autorisation. On aura à constituer une documentation. Alors, je ne sais pas si ça fait un changement de culture. En tout cas, il y a plusieurs choses. C'est que c'est une réglementation dont il faut tenir compte. Vous voyez, je suis capable de revenir sur ce qu'on avait prévu. Parce que quand on est sanctionné à 4% de son chiffre d'affaires mondial, bon, c'est vrai, c'est un peu aussi difficile à obtenir que dans d'autres domaines, l'entrée à l'Académie française. Mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Donc il y a des enjeux très significatifs en termes de sanctions. Et aussi, on a des acteurs que l'on voit un petit peu, mais qui vont avoir avec le règlement des moyens d'action supplémentaires. Ce qu'on pourrait appeler les associations activistes, qui, pour certaines d'entre elles, sont déjà en train de préparer des actions de groupe. Donc on va avoir un environnement qui va être différent, qui peut arriver de manière relativement brutale, mais on doit tenir compte de cette réglementation, on doit faire attention à la manière dont on l'applique, et cela veut dire effectivement qu'on doit peut-être intégrer une autre manière de regarder les choses, mais c'est peut-être à ça que vous pensiez en matière de changement de culture. Johanna Carvé-Palu, quand on parle d'une obligation dès la conception, le privacy by design, quel impact ça a sur les collaborateurs? Vous parliez de responsabilité, de responsabiliser les collaborateurs. Bonjour, merci. Effectivement, chez nous, ça va faire le lien avec la première question, chez nous, ça a induit un changement de culture qui n'était pas forcément lié au RGPD, mais plutôt à un changement de culture d'entreprise lié à la digitalisation et à l'utilisation de la data.
Il se trouve que ça coïncide avec le RGPD, donc on évolue vers une nouvelle organisation plus que vers une nouvelle culture. Et on est dans la responsabilisation des différents acteurs, avec la mise en place d'une filière de relais DPO, au sein, non pas de toutes les directions, mais de certaines directions. Alors là, je les ai choisis arbitrairement, et pour tout vous dire, pour vous donner sentiment pratique, j'ai mis ces relais là où les directions me sollicitaient le plus, ou à l'inverse, là où elles ne me sollicitaient pas du tout, et où je trouvais ça bizarre. Au-delà de la filière, on a tout un sujet de sensibilisation et de formation de l'ensemble des collaborateurs. Et ça passe par l'organisation et par des process. Donc pour rejoindre sur le Privacy by Design, chez nous, on a modifié des process existants. Donc tous les projets passaient par ce qui s'appelait avant une fiche de sécurité projet, qui était une analyse plutôt sécurité des systèmes d'information. Et plutôt que de créer un nouveau formulaire, j'ai modifié ce document initial qui s'appelle aujourd'hui le passeport sécurité et privacy, dans lequel en plus d'avoir les précos du RSSI, on a les précos du DPO sur la mise en place du projet qui du coup ne s'applique plus que au projet, mais à tout nouveau produit, nouveau service qui va être lancé au sein de Malakoff Médéric. Donc on a modifié les process. En parallèle, on mène cette acculturation qui est le fruit, je disais tout à l'heure, pas tant du RGPD qui maintient les grands principes de protection des données, donc en ça, qui ne révolutionne pas la protection des données sur le fond, mais du coup, c'est l'occasion, avec la digitalisation et l'utilisation de la data, avec toutes les affaires qu'on entend, je ne vais pas revenir sur Cambridge Analytica, mais avec l'actualité, il y a de toute façon une tendance, le rapport sur l'IA, etc., sur l'utilisation des nouvelles technologies et l'éthique qu'on fait de ces données. Ça coïncide avec l'entrée en application du RGPD, donc c'est intéressant d'amener ce Privacy by Design et de vraiment l'intégrer au process pour justement être dans cette conformité dès le départ. Florence Graveline, toujours sur les collaborateurs, vous parliez plutôt d'emporter l'adhésion de ces collaborateurs. Ça veut dire quoi exactement, concrètement? Ça se traduit comment? Alors je pense que tout le monde a vécu ici l'expérience de le RGPD, qu'est-ce que tu vas nous mettre encore comme contrainte, on va plus pouvoir travailler, etc. Et je pense qu'un des vecteurs de réussite, c'est emporter l'adhésion et montrer l'opportunité et l'autre facette du RGPD. Donc, par exemple, à la SACEM, on a animé un colloque où on a présenté aux collaborateurs quels étaient les droits qu'ils allaient pouvoir revendiquer pour protéger notamment ce que pouvait faire leur ado sur Internet, etc. Et du coup, ils ont vu le RGPD de l'autre côté du prisme. Et ce marketing, en fait, est extrêmement important parce que c'est chaque collaborateur à son niveau qui assure la protection des données. Et on a vu dans les dernières affaires que très souvent, c'est une erreur humaine d'un collaborateur pas assez sensibilisé et du coup emporte une faille de sécurité, etc. Donc c'est vraiment essayer, je trouve, dans le RGPD, il y a un très gros travail de marketing et de communication pour justement changer cette image du RGPD et dire voilà, la donnée doit être valorisée, c'est un actif. Vous voulez une donnée fiable, donc pour ça, il faut assurer la sécurité. Et le RGPD n'a pas vocation à vous empêcher la dissémination de ces données, d'ailleurs c'est dans son titre, mais au contraire, de favoriser cette dissémination parce que derrière, vous avez mis un certain nombre de process et de règles qui vont faire que votre donnée aura une valeur, notamment financière. Merci. Anne-Laure Villedieu, au-delà de cette simple culture, vous avez une approche très rationnelle, puisque vous dites, voilà, simple culture, très bien, mais il faut surtout déjà commencer à préconstituer les preuves de la conformité. Oui, absolument. Je pense je rejoins tout à fait Johanna, c'est pas une révolution du tout le RGPD, c'est vraiment dans la droite ligne de la directive 95-46, cette culture, a priori, on l'a déjà. La seule vraie différence, c'est effectivement l'obligation dans laquelle on se trouve à présent de se préconstituer la preuve de la conformité et d'être en mesure à tout moment de démontrer effectivement qu'on est conforme, non seulement sur demande de l'autorité de contrôle, mais également sur demande des personnes concernées. Mais en soi, c'est vrai que ce n'est pas une révolution absolue et que pour tous ceux qui étaient conformes ou en voie de conformité à la directive 95-46, il s'agit essentiellement de mettre en œuvre des nouveaux process, beaucoup plus que de révolutionner complètement le traitement et la façon dont on traite les données.
Mathieu Graal, vous parlez, je pense que vous êtes d'accord avec cette approche, vous parlez surtout d'une opportunité de se distinguer par rapport à la confiance que cela peut susciter vis-à-vis de l'organisation. Oui, bonjour, merci. Mais en fait, je dirais que, je caricature, il n'y a rien de neuf. Hein. Depuis 1978, autant dans la loi française que la directive européenne, il n'y a pas vraiment d'évolution majeure, si ce n'est, par exemple, des sanctions qui augmentent, et là, tout le monde se rend compte que ça existe. Donc finalement, effectivement, ça ne va pas forcément changer grand-chose pour ceux qui étaient déjà dans une logique, dans une culture de conformité. Maintenant, ça pourrait changer beaucoup pour ceux qui découvrent la chose. Mais finalement, je pense qu'on arrive à quelque chose au niveau européen qui harmonise les pratiques davantage au niveau de tous les pays, et puis qui oblige aussi le reste du monde à se mettre au niveau, ou finalement à ne pas s'y mettre et à être désavantagé par rapport à ceux qui sont en Union européenne. Donc là, c'est là que je vois qu'on peut se distinguer par rapport aux autres dans un principe d'apport de la confiance. Alors, on parle donc d'une culture juridique ou d'un changement de culture juridique. Cela implique une nouvelle gouvernance. L'article 37 du RGPD impose, on l'a vu, donc la désignation d'un DPO dans les entreprises qui, je cite, assure un suivi régulier et systématique des personnes ou qui traitent des données sensibles à grande échelle. Le règlement précise par ailleurs qu'il doit disposer de connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données. Alors concrètement, j'aimerais vous entendre sur quel est le rôle du directeur juridique dans cette nouvelle organisation, quid de la nomination d'un DPO, quel doit être son profil, en tout cas ses qualités, et quelle va être aussi sa responsabilité. Mathieu Graal, pouvez-vous déjà dans un premier temps revenir sur les cas où la nomination d'un DPO est obligatoire et les cas où elle est encouragée? D'une manière générale, la nomination d'un DPO, c'est encouragé pour tous, hein, quelle que soit l'obligation, parce que ça permet quand même d'avoir quelqu'un qui va pouvoir jouer un rôle d'interface avec l'autorité de protection des données et en interne avec les différents services. Maintenant, l'obligation, en synthèse, elle couvre je dirais, le service public et puis les sociétés qui ont des traitements à grande échelle et qui, dans leur activité de base, donc pas de manière anecdotique, vont réaliser un suivi régulier et systématique ou traiter des données dites sensibles. Donc finalement, c'est assez restreint, à part le fait que dans un service public, on a un gros volume de nouveaux DPO, mais ça ne change pas forcément radicalement la chose. Et sur l'aspect positionnement, l'aspect choix de la personne qui va remplir ce rôle, j'aurais tendance à dire que le plus important, c'est qu'il puisse y avoir une réelle indépendance et des moyens associés pour travailler, d'une part, et qu'après, ça se fera vraiment au cas par cas, et justement, pour revenir sur le terme, selon la culture de votre organisme. Alors justement, la question, est-ce qu'il doit être attaché au COMEX? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, oui et non, je pense qu'il doit avoir un lien avec le COMEX, dans le sens où il doit être en capacité de l'informer. Maintenant, on est à la frontière des choses qui ne se font pas s'il est trop décisionnaire. Johanna Carvé-Palus, justement, sur ce point, vous estimez qu'évidemment tout dépend de la configuration des entreprises, mais par rapport à ce rôle du DPO et son rattachement au COMEX. Alors, moi, je ne suis pas rattachée à la direction juridique, même si je suis juriste de formation. Je suis rattachée à la direction de la conformité au sein de la direction des risques. Alors, la direction conformité et risque, c'est très banque assurance, et nous, il n'y a pas de doute sur la désignation du DPO obligatoire. J'étais correspondant informatique et liberté avant d'être désigné DPO. J'ai 2 relais au sein de la direction juridique qui sont très importants parce que justement le droit que je ne fais plus, c'est le relais DPO au juridique qui va le faire, notamment tout ce qui est relecture des contrats. Donc on sait qu'il y a tout un pan du RGPD, GDPR qui embarque la responsabilité du sous-traitant, les notions de co-responsabilité et donc la révision de tous nos contrats. Et dans le cadre de la révision des contrats, si moi je suis sollicitée en amont sur par exemple la rédaction d'un closier, après mon travail c'est plutôt de former, et encore que je ne forme pas vraiment, à partir du
partir du moment où la personne est juriste en face, considère qu'elle a toutes les clés pour travailler seule là-dessus. Les 2 relais DPO qui sont au juridique et qui vont être dans la relecture du contrat et la négociation et qui me sollicitent, on va dire, dans des cas bien spécifiques, déplafonnement de responsabilité, transfert de données sur des données sensibles, où là, effectivement, il y a la clause type, mais bon, il y a toujours le besoin, malgré la responsabilisation des acteurs, d'avoir la validation et le go du DPO. Donc, on reste dans ce fonctionnement-là, mais on va dire que, du coup, il y a toute une délégation qui se fait. Après, je pense, et là plutôt avec la casquette AFCDP, qu'on peut tout à fait être à la direction juridique et être DPO. On peut tout à fait être même dans une autre direction, à la DSI ou même au marketing ou au RH. Pourquoi pas. Y a pas de... Pour moi, il faut 3 compétences pour être DPO. Il faut avoir... alors quand je dis compétence, ça peut être compétence ou appétence, parce que c'est difficile d'avoir 3 formations distinctes, et un diplôme en droit, et un diplôme d'ingénieur, et un diplôme de chef de projet. C'est un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'est plutôt une appétence ou une compétence en droit, en informatique ou nouvelles technologies, et en ce que j'appellerais organisationnel. Il y a besoin d'avoir cette rigueur de projet, parce que, mine de rien, au-delà de la mise en conformité GDPR, on a toujours des mini-projets qui viennent se rajouter où on embarque la protection des données. Et donc, on a besoin d'avoir en tête les jalons d'un suivi de projet. Et voilà, donc c'est ces 3 compétences qui sont pour moi importantes. Après, par rapport au lien avec le COMEX, moi, je ne suis pas donc rattachée au COMEX. En revanche, je rapporte 2 fois par an au COMEX. Pas à un membre du COMEX, directement à l'ensemble du COMEX. Et quand il y a un besoin, quand il y a quelque chose d'important, j'envoie directement un mail aux membres du COMEX sur une actualité ou quelque chose qui me semble vraiment très important, tout en mettant ma responsable en copie. Mais je veux dire, j'ai la possibilité de discuter directement avec eux si besoin. Et à l'inverse, je suis sollicitée quand ils ont une question directement, ils n'hésitent pas à me poser la question. Donc c'est plutôt dans le fonctionnement au quotidien, c'est plutôt une autonomie et une initiative au quotidien, et ça fonctionne comme ça. Merci. Florence Graveline, vous parlez d'un pilote interne qui doit pouvoir anticiper en amont le plus possible. Exactement. La direction juridique, pour moi, a un rôle assez important dans cette conformité, mais elle n'est pas la seule. Et véritablement, le DPO doit être un chef d'orchestre avec un premier violon qui est le RSSI, le département juridique pour les aspects contractuels, etc. Et véritablement, je trouve que c'est un travail d'équipe. Un DPO seul dans un coin ne pourra jamais réussir une mise en conformité. Il faut... c'est ce que disait Johanna, on ne peut pas avoir toutes les compétences, à la fois ingénieur informatique, juriste, chef de projet. C'est emporter l'adhésion et mettre en valeur les compétences de chacun pour essayer de travailler ensemble. Et c'est cet aspect-là qu'il faut essayer de valoriser et de vendre, notamment au COMEX, ou dans la façon dont la gouvernance doit être pensée sur la protection des données. C'est tout le monde est embarqué. Et du coup, tout le monde participe, et c'est pas l'un dans un coin. Merci. Pierre-Olivier Gilbert, sur la responsabilité de ce DPO. Pouvez nous en peut-être préciser les choses? Oui, je crois qu'il y a 2 choses qui sont un petit peu les limites de la responsabilité du DPO. Premièrement, comme l'a rappelé Mathieu, ça ne peut pas et ça ne doit pas être un mandataire social. Ce n'est pas quelqu'un qui est chargé de représenter la volonté de l'entreprise. Ensuite, dans l'organisation, normalement, c'est quelqu'un qui n'a pas une délégation de pouvoir. Bon, il peut en avoir une limitée, pour pouvoir fonctionner de manière autonome. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la chaîne des personnes dont la responsabilité peut être mise en cause, soit parce qu'il est mandataire social et donc responsable pénalement des infractions commises par l'entreprise, soit parce qu'il bénéficierait de délégations de pouvoir de la part de ses dirigeants. En revanche, ce n'est pas un poste pépère. Donc c'est un poste qui a des responsabilités, pas forcément des responsabilités au sens pénal, c'est un poste qui doit être tenu par quelqu'un
qui a le sens qui est capable de porter des messages qui ne sont pas forcément très agréables, en disant ça c'est pas possible, ou alors c'est possible mais en faisant ça, ça et ça. Mais il faut pas. Je sais qu'il y a eu des discours en disant il y a une responsabilité pénale. Il y a des gens qui ont le fantasme de remplacer, de faire un commissaire aux données qui serait quelque part la personne qui porterait la responsabilité pénale liée pénale ou quasi pénale, liée à l'utilisation des données pour le compte du dirigeant d'entreprise. Simplement, ce n'est pas quelque chose qui est possible dans le cadre du DPO. Donc ne confondons pas les choses. C'est un poste important pour lequel il faut avoir quelqu'un qui a le sens des responsabilités, mais en lui-même, c'est quelque chose qui n'enclenche pas une responsabilité de type pénal. Il y a juste une dernière nuance, c'est que nous sommes tous pénalement responsables dans cette salle. Ah oui, si on tue quelqu'un, si on commet volontairement une escroquerie, si on est complice par action ou par omission d'une autre escroquerie, notre responsabilité, je vois qu'effectivement ça amène des débats entre certaines personnes ici, mais on est tous pénalement susceptibles d'être poursuivis. Donc c'est la même chose pour le DPO. Donc pas de responsabilité statutaire, un poste qui n'est pas un poste pépère et qui n'exclut pas une mise en cause de sa responsabilité au type de la mise en cause que l'on peut avoir de manière générale. Et puis si ça peut vous amuser, je pense que vous l'avez tous eu à un moment ou à un autre, qui connaît le dictionnaire des infractions? Moi je trouve que c'est une lecture qui est absolument extraordinaire, parce que ça démontre que l'honnête citoyen, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a un document qui doit faire dans les 1000 pages, en papier Bible, qui explique toutes les infractions possibles et imaginables, enfin non pas possibles et imaginables, qui existent dans la réglementation française. Et faut pas, si on lit tout le temps, on devient vite dépressif, mais de temps en temps c'est amusant parce qu'on s'aperçoit qu'on est susceptible de commettre une infraction pénale à laquelle on ne pensait pas. Donc voilà un petit peu pour cadrer cette question. Et lisez le vide, c'est très bien. Anne-Laure Vildieu, je voudrais juste que vous terminiez sur ce point, ce que vous recommandez, et aussi peut-être dans quel cas vous recommandez, vous préconisez en tout cas le recours à un DPO externe. Alors, à mon sens, déjà, moi je suis un petit peu embarrassée parce que beaucoup de mes clients avaient désigné un correspondant informatique et liberté qui était le responsable informatique. Et que dans les guidelines sur le DPO aujourd'hui, parmi les conflits d'intérêts potentiels, le poste de directeur informatique est effectivement cité expressément. Donc évidemment, c'est une présomption simple et je pense qu'en fonction de la situation de l'entreprise, il y aura peut-être la possibilité de désigner certains correspondants informatiques et liberté DPO en fonction de l'organisation, de la façon dont les décisions sont prises sur ce plan-là. Néanmoins, ça pose quand même véritablement des problèmes pour nombre de clients. Donc certains se tournent effectivement vers des DPO externes. À mon sens, c'est possible pour les entreprises qui n'ont pas une taille absolument considérable. C'est surtout possible pour les PME, pour les ETI. En revanche, c'est vrai que pour des multinationales, n'avoir qu'un DPO externe, ça me paraît totalement impossible. Je pense que pour le coup, on peut prendre la décision, si vraiment on ne veut pas avoir un DPO en interne, de désigner un DPO en externe, mais il faut impérativement avoir des relais informatique et liberté extrêmement solides au sein de l'entreprise. Mais sinon, pour le reste, nous, en fait, on est beaucoup DPO pour des PME et des ETI qui n'ont pas forcément la possibilité de désigner un DPO à plein temps en leur sein. Pour le reste, ça me paraît effectivement difficile, étant externe à l'entreprise, d'avoir une compréhension suffisamment profonde de l'ensemble des traitements mis en œuvre, de l'ensemble des techniques mises en œuvre, et du coup d'externaliser complètement cette fonction. Merci. Alors maintenant sur les process et les outils. Donc sans tomber, on l'a dit, dans l'alarmisme anxiogène, le directeur juridique et ou le DPO donc, a un rôle essentiel dans la mise en place de cette politique de conformité. Il y a quelques mois, les Eco-Business titraient « 71% des entreprises ne seront pas prêtes au 25 mai, si tant est que les 29% le soient, les 29% restants le soient vraiment. » C'est ça qu'elles ne seront pas conformes. En conscience.
C'est ça. Donc un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les offreurs de solutions fleurissent, les conseils divers et variés en tout genre également, tout documenté, renforcer le dispositif contractuel, les logiciels de traitement, les appels à des consultements, le traitement des registres, les e-learning. Concrètement, ce matin, on est à la veille de cette mise en place. Quelles selon chacun de vous, les priorités que vous recommandez aux directions juridiques et quelles actions sont à privilégier? Johanna Carvet-Palu, sur ce point. C'est difficile de prioriser. Ça dépend beaucoup de la structure et de votre niveau de maturité au départ sur le sujet. Je peux vous dire comment nous on a fait et comment moi j'ai mené le projet chez MM. Après, c'est sûrement pas forcément adaptable à toutes vos structures et en plus je ne détiens pas forcément la solution, c'est-à-dire qu'il y a à mon avis 1000 manières de faire. Nous, on a fait 5 chantiers. On n'a pas fait par typologie de documents, on a fait plutôt par thématique. Donc on a un chantier gouvernance, un chantier plutôt tourné B2C, information, droit des personnes, un chantier relation avec les partenaires, donc qui est plutôt contractuel et juridique, un chantier accountability, responsabilisation sur l'outillage et le process, et un chantier notification, violation de données. Voilà comment on a divisé les choses. Dans chacun de ces chantiers, on a des outils et des process. Donc on a fait le choix d'avoir recours parfois à des prestations extérieures, parfois on a fait en interne. Donc effectivement, tout ce qui a été cité, on y a fait référence. Après, ça dépend, à partir de quand vous avez commencé votre projet. Je vais te citer, je suis désolée. J'ai fait une conférence il y a un an où Paul-Olivier intervenait. Il a dit avec le GDPR, on est mal, mais l'avantage, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Et j'aimais bien parce que ça représentait l'image de... oui, il va falloir commencer par quelque chose. On sait tous pas par quoi commencer. Et après, c'est à vous de choisir vos priorités. Et voilà, nous, donc les outils, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais effectivement, moi j'avais déjà un registre en tant que CIL, donc ma problématique c'était plutôt l'exhaustivité de mon registre, puisque j'arrivais sur un nouveau poste, donc des missions d'audit pour vérifier l'exhaustivité du registre, l'achat d'un véritable outil de pilotage de ce registre. Alors là aussi, ça dépend de la structure. Sur une petite structure, un registre en fichier Excel, ça convient très bien. Pour une structure comme la COF Médéric, moi ça ne me suffisait pas, j'avais besoin d'un outil qui soit un véritable outil de pilotage de la conformité, c'est-à-dire non pas justement cet inventaire à l'après-vert des traitements, mais plutôt pour chaque traitement un outil avec du workflow, où je puisse donner des tâches à faire, avec des alertes, avec la possibilité de joindre des documents, avec la possibilité de joindre les études d'impact sur la vie privée. Et donc cet outil-là, je ne l'avais pas comme ça, j'ai dû aller le chercher sur le marché et je l'ai façonné un petit peu par rapport aux besoins, parce qu'il y a par exemple des champs qui n'existent pas dans le GDPR et qui, moi, m'étaient utiles dans le registre. Par exemple, le nom de l'applicatif ou des applicatifs concernés par les traitements. Ça ne fait pas partie des obligations du registre issu du GDPR, mais c'est une information au quotidien dont j'ai besoin. Donc ça fait partie des éléments évolutifs qu'on a fait sur les outils. Il y a des outils qu'on a essayé de construire nous, sans faire appel à des prestations extérieures. Je vais vous en donner un exemple pour mettre en place du privacy by default. Donc on a parlé du by design tout à l'heure. Le by default, c'est dans la configuration technique du dispositif, comment j'intègre les aspects de protection des données. Et souvent, je reprends les grands principes de protection des données. Et quand j'arrive sur la brique durée de conservation, je leur dis, on va éviter les purges manuelles et à partir de maintenant, on va mettre des purges automatiques. Et la question qui vient ensuite, c'est très bien, je mets quoi comme durée? Et là, je n'ai pas forcément la réponse. Donc le premier travail qui a été fait dans le cadre du chantier Accountability, pour travailler sur du Privacy by Default, on a décidé de faire un référentiel par thématique. Alors il se trouve que COF Médéric, c'est un groupe de protection sociale, donc on a assurance et retraite complémentaire, mais on a d'autres choses qui peuvent vous concerner. On a RH, on a logistique, et puis alors nous, on a même des fichiers qui ne concernent ni les salariés ni les clients, qui concernent par exemple les enfants du personnel. On a des mini-clubs pour les salariés, on a des choses comme ça. Et donc, on a travaillé sur ce référentiel de durée pour travailler sur le Privacy by Default. Voilà, je ne reprends pas tout, mais forcément, pour moi, c'est process et outils. Et si je devais prioriser, je dirais la accountability, parce que c'est pour moi la seule véritable chose qui change dans le GDPR, le RGPD, c'est cette documentation. Donc, si je devais prioriser, je miserais là-dessus, mais c'est tout aussi important de travailler sur la gouvernance, la sensibilisation. Merci justement, Paul-Olivier Gilbert.
Vous dites que la question principale, à se poser, c'est est-ce que la forme correspond à la réalité des flux de traitement. Vous le disiez, une bonne conscience n'est pas une bonne conformité. Vous aussi, vous le citez. Alors, simplement, quand je parlais de la forme et du fond, bien évidemment, je pensais au contrat. Il y a effectivement un point qui est important, c'est que, et ça c'est une avancée bénéfique du RGDP, même si conceptuellement on peut penser que c'est un texte qui est un peu daté, c'est qu'il clarifie, il prend en compte le fait que les relations entre les responsables de traitement et leurs sous-traitants ont évolué. C'est-à-dire qu'en gros, on a le cas qui est prévu, qui est celui de la co-responsabilité. En fait, on va à la situation d'un responsable de traitement avec un sous-traitant pour lequel il lui demande de faire une tâche technique précise. Et puis on a quelque chose qui émerge, qui commence à devenir important. Ce sont les sociétés qui ont une technologie de traitement et d'extraction de valeur à partir de jeux de données. Et là, c'est des entreprises qui deviennent de plus en plus présentes dans les activités et dont les relations avec le responsable de traitement ne sont pas simples. Parce qu'elles ont un savoir-faire et une expertise propre que le responsable de traitement n'a pas et qu'il va chercher dans une relation contractuelle avec cette société. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que la partie contractuelle soit bien rédigée, mais que cette rédaction soit faite pour ne pas avoir un décalage entre la réalité des flux, la réalité des opérations et ce qui est décrit dans le document contractuel. Autrement, on peut avoir quelques petits soucis et quelques petites surprises à l'issue d'un éventuel, d'un possible ou d'un quasi certain contrôle de la CNIL et des experts de Mathieu. Alors Villedieu, vous dites vous qu'il faut adapter une politique donc, de conformité complète, bien sûr. Beaucoup de vos clients ne sont peut-être pas encore dans cette dynamique, peut-être ceux qui ne sont pas venus vous voir il y a quelques temps. Il y a certainement une explosion des demandes dans les cabinets. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots et quelles sont les questions aujourd'hui qu'on vous pose? Alors, en fait, ce matin, les conseils que vous donnez. Très clairement, il ne faut pas avoir de complexe sur son degré de maturité et son degré de conformité à la protection des données à caractère personnel. On a encore des entreprises de taille très sensible qui viennent nous voir en ce moment pour commencer à se mettre en conformité. Donc effectivement, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une véritable explosion des demandes. On est quasiment à un mois de la date à laquelle on est censé être conforme et on a une véritable explosion des demandes d'intervention, des demandes de mise en conformité globale, avec un certain nombre d'entreprises qui en fait n'ont pas encore la cartographie de leur traitement. C'est clairement encore le cas. Donc en fait, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter de faire appel à des prestataires qui vous vendent des outils informatiques purs, sans accompagnement et qui ne sont pas ad hoc. Mais qui prétendent en réalité pouvoir vous fournir une solution informatique de conformité purement par le biais d'un outil technique. Bon, ça, moi, j'y crois absolument pas. Il faut vraiment avoir une assistance complète avec un prestataire ou un partenaire qui vous fasse du transfert de compétences. Ça ne sert à rien de faire appel à quelqu'un qui fait absolument tout et puis dont vous serez strictement dépendant au cours des prochaines années parce qu'il n'y a pas eu de transfert de compétences. Je pense que quand on choisit son partenaire, il faut véritablement faire en sorte qu'il prenne en charge, alors pour le coup, en fonction des compétences dont vous disposez déjà en interne, soit l'intégralité, soit simplement une partie de la prestation, mais qu'en revanche, ce qu'il prend en charge, il fasse en sorte de vous transmettre les compétences nécessaires pour que derrière, vous puissiez, le cas échéant, le faire de manière autonome. Merci. Mathieu, pardon. Juste un point complémentaire. Je vais même être plus méchant que vous ne l'êtes. Il faut d'abord que le partenaire ait des compétences. Non, mais vous souriez, et c'est un vrai problème. C'est-à-dire, évidemment, on a des escrocs. Donc, il y a quelqu'un qui, d'ailleurs, a fait une photo sur son profil LinkedIn avec des lunettes noires, qui m'a proposé d'entrer en relation et qui proposait, vous l'avez peut-être vu, pour 99 livres, une solution de mise en conformité GDPR. Donc, je ne suis pas rentré en relation avec lui, donc je n'en saurai pas plus sur cet élément. Le problème, c'est qu'on voit apparaître des gens
sur le marché qui effectivement propose des solutions technologiques. Ben, on sait très bien que ça ne suffira pas. On voit aussi des gens qui utilisent l'argument du règlement pour booster leur marketing. Bon, il y a quelques années, pour l'exemple le plus clair, c'est quelqu'un qui fait plutôt dans la chimie, qui a des filtres qui permettent de ne voir sur un écran informatique que quand on est à une distance et avec un angle donné, et qui disait le GDPR arrive, pensez à acheter nos masques. Bon, ça c'est plutôt sympa parce que ça ne nuit pas. Mais en revanche, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a peut-être un nouvel Eldorado et qui essayent de se reconvertir. Ce que j'ai vu lorsque je cherchais des locaux pour ma société, c'est une société qui en avait, parce que son métier de base, c'était la maintenance réseau, donc réparer les imprimantes, les serveurs, et qui disaient « Ah ouais, vous êtes sur les questions de règlement européen, c'est chouette, je pense également me convertir dans ce domaine. » Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir de meilleures marges et des TGM plus élevés. Là, ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux et très clairement, en plus on a aussi un discours sur la fourniture de contenu, sur l'inbound marketing, ce qui fait qu'on doit avoir dépassé les 12 000 livres blancs sur le RGPD et que l'on a des positions et des gens qui ont plus contribué. Enfin, en gros, le discours des offreurs, d'une manière générale, sur le règlement, est un discours qui est dangereux et qui nuit à une vision claire de ce qu'il y a à faire. Vous êtes d'accord avec moi, mec ? Ouais. Justement, Florence Gravine a un point justement sur ces outils et ces process que vous préconisez et en tout cas les conseils que vous êtes appelés à donner. Alors, ça rejoint exactement ce que vous disiez. Les prestataires externes qui vous offrent des solutions en 10 mots-clés, 10 points, etc., on n'y croit pas du tout. C'est un travail de longue haleine, c'est évident. Le pilote interne est crucial et les prestataires, en fait, vont apporter une plus-value sur une expertise, par exemple, un cabinet d'avocats pour les clausiers dans les contrats. Effectivement, on peut avoir, mais en soutien, un outil du marché. Nous, on a préféré créer un outil sur mesure parce qu'on voulait que, dès la conception du projet, on appréhende la protection des données, et notamment à la SACEM, on a beaucoup de données qui ne sont pas des données habituelles, donc qui, du coup, n'étaient pas paramétrables pour les outils du marché. Donc, on a créé un outil sur mesure. Mais l'outil n'a pas été... seul n'aurait servi à rien puisqu'il aurait été mis dans un coin. C'est véritablement créer la culture informatique et liberté, ou la culture de la protection des données. Et le dernier point, c'est cette fameuse date du 25 mai, parce que l'objectif de cette conférence, à quelques semaines, il n'y a pas d'avant-après, c'est tout le temps. Il faut appréhender au quotidien la conformité au règlement européen, à la protection des données. Pour moi, ça me semble pas un travail sans fin, mais un travail de longue haleine. Voilà. Mathieu Graal, alors à l'instar des entreprises, la CNIL se prépare aussi. Et vous avez renforcé votre rôle, vous allez renforcer certainement votre rôle de conseil, mais en l'espèce aussi, la CNIL va privilégier, vous disiez, le travail collaboratif, et vous avez déjà mis en place un certain nombre d'outils, de best practices que vous préconisez. Oui, nous aussi on rame. Et nous aussi on les voit, les prestataires dont on parlait. Et en plus on les voit au niveau européen. On se fait aborder par beaucoup de prestataires d'autres pays également qui essayent de se classer, donc c'est délicat. Se renforcer, comment dire, on est un peu à moyen, on est devenu à moyen constant là. Donc c'est pas forcément un renfort, maintenant une réorientation de certaines activités qui étaient beaucoup plus sur du traitement de formalité vers de l'accompagnement, vers du conseil, mais c'est une mission qu'on a toujours eue, encore une fois. Et ce qu'on essaie de faire, je dirais que c'est deux choses. On essaie de capitaliser des questions ou des points de vue
qu'on finit par avoir sous la forme de guides, de bonnes pratiques, et puis des choses qui pourraient avoir différentes formes à l'avenir, mais de tout publier au maximum pour partager des outils avec tout le monde. Et puis de la même manière, le corollaire à ça, c'est que on va avoir de plus en plus de mal à traiter, à accompagner les entreprises une par une. Et donc on va essayer de privilégier au maximum les actions de groupe. Ah non, c'est pas ça. Pas celle-là. Mais finalement, c'est un peu l'idée. Si des secteurs d'activité, des associations, des groupes de travail qui ont une problématique commune, quelque chose d'homogène, veulent réfléchir à la situation, mettre en évidence les enjeux et s'accorder sur une liste de bonnes pratiques, ça fait au final un référentiel qui va pouvoir être profitable non seulement aux membres de ce groupe de travail, mais peut-être à tous ceux dans le reste de la France, voire de l'Europe, pourraient être concernés. Et puis ça pourrait être transformé. Ça pourrait rester un simple référentiel de bonnes pratiques. On pourrait, à la CNIL, se l'approprier, le diffuser. Ça pourrait devenir un code de conduite, pourquoi pas un référentiel de certification. Si c'est une aide pour se mettre en conformité, mais sans forcément une liste précise de bonnes pratiques, ça pourrait être ce qu'on appelle un PIA framework, qui aiderait les entreprises à réaliser leur PIA en personnalisant réellement les bases de connaissances associées. Donc je dirais que les groupes de travail sectoriels, on va essayer de privilégier ces actions et l'accompagnement de ces groupes de travail. On en accompagne à l'heure actuelle déjà certains, sans même savoir quelle sera la forme définitive du résultat. Mais déjà, on s'accorde sur un référentiel sur lequel tout le monde est d'accord, et ensuite on voit comment on valorise la chose. Ce référentiel aura quelle valeur pour les entreprises? Ça dépend de la forme, justement. D'accord. Il se peut que ça ce soit juste un guide de bonne pratique. Auquel cas, bon, bah, chacun fait ce qu'il en veut. Il se peut que ce soit un code de bonne conduite. Là, les circonstances sont un petit peu différentes. Il y a une instance quelque part qui n'est pas la CNIL, du secteur, qui sera chargée petit à petit de contrôler l'application du code de bonne conduite. Si c'est une certification, il y aura un tiers certificateur, un organisme de certification qui vérifiera les choses, et il y a la possibilité de perdre donc la certification. Il se peut aussi qu'on en fasse des bonnes pratiques un petit peu comme nos formalités simplifiées, autorisation unique, normes simplifiées, etc., qu'on essaye de recycler à l'heure actuelle. Il se peut que les conditions rencontrées dans le référentiel et la mise en place de telle et telle bonne pratique conditionnent le fait qu'il ne soit plus du tout nécessaire de faire un PIS si on rencontre les mêmes circonstances. Il suffit de respecter la chose. Donc les entreprises ont intérêt, ce que vous conseillez ce matin, finalement, à intégrer ces groupes de travail ou à en créer et à réfléchir ensemble, à se demander qu'est-ce qui est capitalisable entre les gens d'un groupe. Alors on va finir presque sur les choses qui fâchent, sur les modalités de contrôle. Alors les entreprises, on l'a dit, donc passent d'un mode déclaratif en amont à un mode de contrôle a posteriori. À quel type de contrôle, là Mathieu, je vais encore vous laisser la parole, à quel type de contrôle faut-il s'attendre? À partir de quand ces contrôles seront effectifs? C'est-à-dire que le 26 mai, 8h du matin, tout le monde voit arriver la CNIL chez lui. Globalement, comment s'y préparer et à quoi faut-il s'attendre? Mathieu Graal. Donc, à moyen constant. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le service des contrôles. Il se peut qu'il se soit donné un programme bien à eux pour attaquer l'ensemble des entreprises françaises le 25 mai, mais j'y crois pas. On a des nouvelles capacités depuis quelques temps de contrôle en ligne sur certains types d'activités. On va forcément réviser notre manière de regarder les traitements, puisqu'il y a des nouvelles obligations dont on va devoir vérifier la conformité. Maintenant, pour diligenter un contrôle, on reposera toujours sur les mêmes choses. On a un programme annuel, on a des plaintes, on a des cas suspects que les services ont éventuellement
pu voir. On a aussi, c'est assez marrant, des RSSI qui sont ravis, qui nous incitent même à venir chez eux, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un levier, donc ça permet de faire avancer les choses des fois. Donc je pense pas que ça change grandement. J'ai vu, et je sais pas du tout ce que ça vaut, je crois que c'est un document ou au moins des pages web sur les sites web qui expliquait comment se préparer à des contrôles. Donc ça peut être aussi vu, on trouve ça sur internet. Maintenant, je pense pas que ça change grand chose. En termes de sanctions derrière, on verra également, puisque c'est le corollaire à la question. Hein. L'idée, c'est de pas faire un audit global lorsque vous allez faire des contrôles, c'est d'aller peut-être sur des points très les précis, les nouvelles obligations, ce que vous disiez. Donc c'est vraiment ça sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Et peut-être aussi, en effet, ce que vous disiez, de consulter la CNIL en amont. Alors c'est certainement des entreprises qui sont peut-être déjà matures sur le sujet et qui veulent peut-être avoir sur des points où ils ne sont pas peut-être très à l'aise. Oui, alors on n'a jamais eu les moyens de faire un audit global. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a créé un label audit, c'est pour que des prestataires puissent le faire justement. Nous généralement c'est ciblé, soit parce que justement il y a eu une plainte sur un sujet particulier, une base de données, et on va vérifier les choses sur place, soit parce que ça fait partie du programme annuel. Et donc ça va être un secteur d'activité, un certain type de technologie qu'on va vérifier. Et puis ceux qui nous... Effectivement, il vaut mieux prendre les choses en amont pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. On est également là, dans la maigre mesure de nos moyens, pour accompagner les sociétés. Et ce qu'on va privilégier, ce sont soit des groupes cohérents, soit des choses nouvelles. C'est un peu l'esprit de faire un PIA ou pas. Ce qui n'a jamais été étudié, là on va investir justement pour essayer de trouver des solutions avec vous. Et une fois qu'on a des solutions, on va essayer de les généraliser et les rendre publiques. Sur ce point, Paul-Olivier Gilbert. Je pense qu'on a c'est pas de la promotion commerciale. L'AFCDP a, il y a quelque temps, réalisé un livrable qui s'appelle « Comment survivre sereinement à un contrôle de la CNIL », qui est disponible à la disposition de tous les adhérents de l'AFCDP. C'est peut-être à ça que tu faisais référence. Non, je ne savais pas. Oh, alors là... plusieurs conseils. Alors, il ne s'agit pas de conseils, il s'agit justement, c'est une des productions intéressantes de la FCDP, c'est un travail collaboratif de ses adhérents. Alors, les chiffres sont un peu faux, puisqu'on n'est plus 2000, on est 3000, et on continue à croître à un rythme de 4% par mois, donc 60% par an. Donc, il se passe quelque chose autour de cette association. Et effectivement, tu parlais des travaux et des actions qui sont menées par des groupes de responsables de traitement et de DPO. C'est justement dans une des raisons d'être de la FCDP que de permettre la conduite de ces travaux. Johanna Carvé-Palus, sur ce point, je pense que vous rejoignez ce qui a été dit. Comment vous voyez justement les contrôles et comment vous y préparez? La CNIL n'est pas membre de la FCDP et n'a pas accès aux travaux de la FCDP. Simplement, on s'entend très bien, comme vous pouvez le constater. Alors, je peux que être d'accord avec mon voisin de droite et de gauche, puisque ayant passé 10 ans à la CNIL et étant conseil d'administration de la FCDP, voilà, forcément. Alors, par quoi commencer? Oui, je rejoins tout. Quand je suis arrivée chez elle-même, j'ai fait une procédure plutôt de gestion du contrôle CNIL. En fait, ce qui m'intéressait, c'était pas tant de savoir quoi répondre, mais de plutôt savoir qui appeler. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire fonctionner les rouages, de dire bien à l'accueil, voilà, si quelqu'un se présente en disant, voilà, je suis un agent de la CNIL, vous ne laissez pas la porte ouverte, allez-y, vous vérifiez. N'importe qui peut se présenter en disant, je suis un agent de la CNIL. Donc vous vérifiez les cartes d'habilitation. Des petites choses sur juste le comportement, et après, moi, me faire un listing en interne, par thématique, puisque effectivement, je sais que la CNIL ne fait pas un contrôle sur tous les traitements, donc par thématique, me dire, c'est pas forcément le relais des PO qui va avoir les réponses, c'est souvent l'opérationnel qui a les mains dans le cambouis. Donc c'est essayer, alors pas forcément de manière nominative, parce que ça change beaucoup dans une entreprise avec près de 6000 salariés, je ne vais pas m'amuser à mettre les noms, mais plutôt les fonctions.
les fonctions clés. Et effectivement, me fonder sur les travaux, parce qu'il y a beaucoup de groupes de travail, de comités métiers, j'en ai mis même un sur la certification au sein de la FCDP, donc effectivement il y a ce type de réflexion, c'est aussi intéressant, puis ça permet d'avoir du contenu et de trouver un endroit où aller chercher le contenu pour l'adapter à son organisation bien évidemment, mais après ayant moi-même fait une quarantaine de contrôles CNIL, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, je pense qu'il faut plutôt être dans la collaboration. Quand la CNIL veut trouver quelque chose, elle le trouve. Donc il ne faut pas être dans la réticence ou la peur. D'abord, la peur n'évite pas le danger. Et c'est pas du tout... les agents de la CNIL ne vont pas faire un contrôle en se disant on y va pour taper sur les entreprises. Pas du tout. En général, on y va pour accompagner. Et même s'il n'y a pas de jugement de valeur le jour du contrôle, il y a des petites choses où... c'est très facile de voir quand vous vous baladez sur les plateaux, de voir s'il y a des mots de passe qui sont sur des post-it, sur les écrans. C'est très facile de voir si on vous dit oui, c'est sécurisé, c'est fermé à clé dans un tiroir, et puis quand vous arrivez, le tiroir il est ouvert. C'est très facile de voir tout ça juste avec un œil extérieur. Donc voilà, nous ce qu'on a fait, moi ce que j'ai fait, c'est une procédure plutôt pour l'organisation. Et après, des faux contrôles CNIL sur certains secteurs en tant que DPO, c'est-à-dire aller voir et après faire un rapport. Voilà, avec plutôt un œil d'expert, mais pas forcément d'ancien expert CNIL, mais plutôt juste vraiment en vision extérieure. Si je mêle ce qu'on me dit et ce que je constate, parfois il y a des différences. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'interroger les gens avant et après d'aller sur place pour voir si ce qu'ils me disent, c'est la réalité. Et, parce que c'est ce que fait la CNIL. Voilà, donc plutôt dans cet esprit. Juste un petit retour d'expérience pour rebondir sur ce que tu dis exactement, pour ceux qui peuvent, qui auraient les moyens, même très humblement, faire des exercices, c'est pas mal. On a fait ça pour notre processus de gestion des violations de données en interne, qu'on renouvelle complètement. Ça change la vie. Si on a les moyens, on peut se prendre une demi-journée ou une journée et on essaie d'impliquer un peu toutes les parties prenantes. C'est bien joli d'avoir des procédures, si c'est pas testé, ça marchera pas. Et ça sensibilise les équipes, certainement, peut-être un peu plus que... Anne-Laure Villieu, sur ce point, quels sont les conseils que vous préconisez sur les contrôles se mettre en conformité. Non, effectivement, préparer clairement le contrôle en mettant en place la procédure, en l'attestant le cas échéant. Donc ça, c'est vraiment important parce que nous, on s'est rendu compte que certaines personnes interrogées, peut-être sous le coup de l'émotion, pouvaient avoir un discours qui était... pas vrai, et qui derrière en réalité était très très difficile à corriger, et notamment je pense à une société qui était une filiale française d'une société anglaise qui en fait pendant tout le contrôle, les gens interrogés se sont un petit peu mis en retrait et ont dit ah ben ça on sait pas trop, en fait c'est la mère anglaise qui décide, moyennant quoi en fait eux qui étaient pourtant responsables de leur traitement, en fait on fait reporter quasiment l'ensemble de la responsabilité sur la mère anglaise et in fine la mise en demeure a porté sur la mère. Donc ça peut véritablement, après il a fallu corriger et on a pu corriger parce que ça correspondait effectivement pas à la réalité, mais c'est un vrai problème si le discours qui est tenu ne correspond pas à la réalité, et très clairement certaines personnes au sein de l'entreprise qui peuvent être interrogées peuvent ne pas avoir été suffisamment formées, peuvent avoir un peu paniqué et du coup ne pas être complètement prêt ou ne pas savoir à qui poser les bonnes questions, qui faire intervenir dans le cadre du contrôle. Donc ces procédures et ces tests sont effectivement essentiels. Merci beaucoup. Dernier mot qui s'adresse, ces dernières questions. En 30 secondes, ce que vous venez de dire pour les discours des personnes s'applique également pour les textes et notamment pour les contrats, c'est-à-dire le point que j'avais évoqué tout à l'heure. Voilà. Bien. Dernière question qui s'adresse peut-être plus à Johanna et à Florence. À l'instar des lois Sapin 2, les lois sur le devoir de vigilance, le RGPD n'est-il finalement pas, une fois encore, une opportunité pour les directions juridiques de renforcer leur image de business partner au sein de l'organisation? Johanna? Alors, je ne suis pas à la direction juridique, mais en tout cas, j'ai le même problème, entre guillemets, c'est-à-dire donner l'impression qu'on va empêcher la réalisation des traitements. Donc,
il y a cette volonté d'être dans l'accompagnement et non pas dans le no-go. C'est vrai que quand je sensibilise, alors nous on a fait appel à une société pour développer non pas un produit sur étagère mais vraiment un e-learning sous forme de serious game qui est très personnalisé sur Malakoff Médéric et le monde de l'assurance, on va dire. Donc vraiment très spécifique. Et au-delà de ça, je fais des sensibilisations de 30 minutes dans les CODIR. Quand je fais ces sensibilisations, alors moi j'évite de parler des sanctions, pour tout vous dire. Parce que c'est ce qu'on retient en général. Donc si je commence par dire bah voilà les sanctions sont augmentées, etc., on n'écoute plus le discours. Donc si j'en parle à la fin. Et ce que je fais passer, c'est plutôt l'idée qu'on doit avoir envie de protéger les données de nos clients comme on aimerait que nos données à nous soient protégées. Voilà. Et après, on peut multiplier d'autres actions. Donc on fait des actions... alors pas autant que Florence, c'est vrai que je l'ai vu animer des tables rondes et des actions en interne. J'en suis pas encore là, mais ça va venir. Nous, on a fait quelque chose pour la journée du 28 janvier, qui est la journée internationale de la protection des données. On fera quelque chose pour le 25 mai, des actions de com interne, qui peuvent être un peu en décalé. Hein. Alors moi, j'ai plein d'idées décalées, donc ça ne veut pas dire que c'est réalisable. Ça veut juste dire que c'est dans ma tête. Et après, j'en parle à la com, et en général, elle me dit non, ça c'est n'importe quoi. Mais j'ai plein d'idées sur je sais pas moi, approcher Snowden à l'auditorium avec des pop-corn, distribuer des crèmes solaires ou des parapluies avec protégez-vous et protégez vos données. Alors ça peut se décliner avec le préservatif, hein, on peut tout imaginer. J'ai plein d'idées sympas. Et l'idée, c'est juste de marquer les esprits et d'arriver par des mots-clés ou un peu choc, le fait de faire passer que... je reviens sur mon idée initiale qui est l'éthique de la donnée et que c'est pas une interdiction d'utiliser la donnée, c'est plutôt de bien utiliser la donnée. C'est plutôt ça que j'ai envie de faire passer et alors moi j'ai pour principe de ne jamais dire non. Donc même quand on me présente un truc qui est complètement infaisable, je vais dire alors on va voir ce qu'on peut trouver et j'essaye toujours de trouver des solutions et même quand il n'y a pas de solution, moi je suis pas là pour prendre cette décision-là en général. Même quand je vois quelque chose qui ne va pas du tout, au sein des risques, je suis là pour identifier le risque et pas pour décider de prendre le risque. Donc mon travail à moi, c'est de dire, si je vois qu'il y a vraiment un risque très important, c'est effectivement de faire remonter à ma direction, éventuellement faire remonter au COMEX. On peut décider tout à fait de ne pas suivre l'avis d'un DPO, encore faut-il le justifier. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là d'accompagnement où moi je vais toujours analyser le risque. Et parfois, c'est pas évident, mais je vais vous donner un exemple concret pour que ça vous parle. Par exemple, sur le défaut de consentement, quand on vient me voir avec des idées un peu farfelues du genre, je sais pas moi, dans une même case à cocher, je vais mettre 50 consentements. En général, ça parle au juridique, parce que le juridique adore l'acceptation de trucs qui ne sont pas obligatoires, type les CGU, mais parce qu'il y a de la jurisprudence qui dit qu'il faut quand même accepter, même s'il n'y a pas de loi, on accepte toutes les CGU, toutes les modifications de CGU. Et en général, on profite de cette mention pour mettre plein d'autres infos. J'accepte les CGU, j'accepte la politique de protection des données, j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, je certifie avoir plus de 18 ans et j'ai bien plus tout ça. Et là, la CNIL, elle dit, oulala, alors j'ai un consentement avec 4 objets, ça va pas du tout. Quand on vient me voir avec le risque, plutôt que de mettre 4 cases à cocher, ce qui n'est pas du tout user-friendly, mon travail à moi, c'est de l'évaluer en disant, voilà, le risque de contrôle CNIL, le risque de sanction. La CNIL, elle sanctionne depuis plusieurs années, c'est assez facile de regarder les sanctions que la CNIL a mises sur le défaut de consentement ou sur la problématique du consentement et de dire jusqu'à présent, elle a sanctionné à hauteur de 10%, 15%, 20% par rapport au maximum qui lui était possible. Si je raisonne avec GDPR et que j'applique le même pourcentage, voilà à peu près ce que j'ai. Après, chacun prend sa responsabilité et sa décision, mais voilà, c'est un travail d'analyse de décisions juridiques, d'aller regarder la jurisprudence parfois, et puis après aussi d'ergonomie de client, pas perdre le client. Voilà, ce travail d'arbitrage, finalement, je l'accompagne, mais c'est pas forcément moi qui vais arbitrer. Voilà. Florence Gravine, le mot justement sur le côté business partner, et après on va prendre les questions dans la salle. Alors le mot d'ordre, c'est trouver des solutions. Ça, c'est ce qu'on applique au sein de mon équipe. On n'est pas là pour, effectivement, comme disait Johanna, rappeler les sanctions, les contraintes et dire non. Et ça, c'est vraiment un positionnement, je trouve, de manière générale, des directions juridiques aujourd'hui qui ne sont plus là simplement pour édicter, rappeler la règle et dire « Ah non, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire ». Et aujourd'hui, vraiment,
même dans la façon dont on formule ces phrases, être positif, trouver des solutions, proposer des alternatives, donne envie en fait à la direction opérationnelle de vous associer d'autant plus en amont, parce que la plupart des directions juridiques, elles sont arrivées à la fin, soit quand il y avait un problème, soit d'un seul coup on se réveille et on dit ah bah oui, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans un mois. Donc l'objectif, c'est vraiment pour être associé dès le début de la conception d'un projet, c'est à chaque fois présenter les choses de façon à offrir des solutions, à évaluer le risque. Et effectivement, ce que disait Johanna, ce n'est pas le DPO qui va décider de la prise de risque. Le DPO va proposer, va évaluer le risque, et après le décisionnaire, c'est le responsable de traitement. Donc c'est vraiment, effectivement, on rejoint ce business parterre et d'accompagnement de solutions. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Félix Dutuat, représentant d'Orange. J'ai 3 questions à vous poser. Comment vous déterminez le DPO au niveau de la gouvernance ou au niveau des plateformes? Deuxième question, les outils soient adoptés des clients assez larges commencent à internationaliser. L'aspect de l'automatisation de la plateforme qui apporte un sujet de conformité réglementaire. Comment cartographier et régulariser-vous une norme très saine, une bonne étape à franchir à la mise de conformité à la protection des données? Quelle serait votre vision? Troisième question. L'année dernière, les Allemands ont déjà négocié avec les Américains. Vous savez que ce sont les Américains qui imposent la GRDP. Où en est les Français, la souplesse de GRDP? Merci. Il y a certaines questions qui ont déjà été... Oui. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Ce que je vous propose, c'est peut-être de reposer peut-être vos questions après, lors du café. Peut-être revenir, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est en effet cette extraterritorialité, puisque ça va être en effet la première fois qu'un texte étranger va s'imposer sur le sol américain. On est d'accord? Est-ce que vous pouvez répondre succinctement sur ce point? L'extraterritorialité. Moi, pas juriste, mais oui, ça s'applique. Ça s'applique complètement à la terre entière et ça permet aussi de faire une référence, une excellence, un apport de confiance. Avec les événements récents qu'on a vus à l'international, outre-Atlantique notamment, je pense que tout justifie qu'on comprenne l'exemple sur l'Europe. Et on a régulièrement des pays des 4 coins du monde, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, qui nous contactent pour essayer d'avancer comme ça. Parce que peut-être faut expliquer que le champ d'application en fait est très large, puisqu'il s'applique aux entreprises de cibler, et aux sous-traitants et dès qu'il s'agit de cibler les Européens explicitement. Voilà. Maintenant, sur les aspects cartographie, etc., je pense que le principal, c'est d'essayer. Et en fait, tant qu'on n'a rien, on ne peut pas l'améliorer. Donc je dirais qu'il y en a qui ont une approche top-down, en essayant de voir les choses très très globalement au niveau de tout un groupe, et puis qui ensuite affinent. Il y en a d'autres qui partent de ce qu'ils voient autour d'eux, et puis qui étendent. Il n'y a pas de recette miracle. En fait, le principal, c'est d'avoir quelque chose et d'avancer. Et vérifier que les co-contractants et peut-être les sous-contractants répondent à ces normes-là. Ça dépend de la dynamique d'entreprise, parce qu'en fait, les entreprises peuvent bouger, sont protéiformes et bougent en dynamique. Donc des fois, c'est pas du tout approprié. Parfois, il vaut mieux avoir des règles globales et puis faire confiance à ce qu'on va bien nous dire de manière déclarative quand on absorbe une société, par exemple. Parfois, il vaudra mieux faire l'inverse. Donc, il n'y a pas de recette unique. Je vous propose pour les autres questions, peut-être comme ça se termine, de poser vos questions lors du café. Je tiens à vous remercier tous les 5. Merci infiniment pour le temps que vous m'avez consacré et votre expertise. Bonne journée.